C'est parti pour le kata trivia. Donc, trivia. L'idée, c'est qu'on vient de rejoindre une équipe. L'ancien développeur est parti. Le PO est sous l'eau. Il y a plein de nouvelles features à ajouter. Et on a la matinée pour prendre en main la code base, comprendre un peu ce qui se passe. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va commencer à regarder le projet. Donc, il y a un dossier avec un seul fichier. On va l'ouvrir. On voit que c'est un fichier qui fait un peu moins de 200 lignes. On a un lanceur ici. On instancie un game. Et ensuite, on a une boucle infinie qui doit être. Ça doit être la game loop. Qu'est-ce qu'on a? On voit qu'on a un code. Ça n'a pas l'air très lisible. On a des méthodes assez longues, beaucoup d'indentation. Si on regarde un peu la structure, on voit qu'on a une seule classe. Donc, sans doute beaucoup de primitives, peu d'objets métiers. Et puis on voit qu'on n'a aucun test. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va refactorer le code pour faire ressortir toute la logique métier qu'il y a dedans. Et pour refactorer sans tout casser, on va le mettre sous test. Donc quand on fait du test after et qu'on est dans un contexte legacy comme ici, la stratégie la plus simple et la plus rapide, c'est d'utiliser un golden master. Donc, le golden master, c'est une stratégie de test en boîte noire où on compare la sortie du système avec une valeur de référence. Donc, pour faire ça, donc là, on a besoin. Tout le code qui est dans le lanceur, là, on ne va pas pouvoir y accéder dans les tests. Donc, on va extraire une méthode. Hop. Play game. OK. Et on va créer un fichier de test. OK. Donc, on va test. On va créer notre golden master. Donc, si on reprend l'idée, on veut capturer la sortie du système. Et ici, la sortie du système, en fait, c'est tout ce qu'on voit affiché dans la console. On voit que quand on exécute le fichier, il y a plein de prints qui sont faits. Et ici, c'est l'état observable de notre système. Ça retrace tout ce qui se passe dans le système. Donc on a besoin de capturer cette sortie. Donc ici, on va appeler playgame. OK, on va l'importer. Et maintenant, on veut capturer la sortie. Donc une façon assez simple de faire ça en Python, ça va être de détourner la sortie standard. Là, on voit qu'on utilise beaucoup de print partout dans le code. Donc on va détourner la sortie standard et on va la mettre dans une string IO. Donc on va faire output égale string IO. Comme ça, on importe la classe. 6.stdout égale output. On détourne. On exécute. On fait tourner le système. Et ensuite, on va mettre un assert output get value. Je vais faire exprès de faire échouer le test pour qu'on voit quelle est la valeur là. Donc là, on voit qu'on arrive bien à récupérer tout ce qui allait dans la console auparavant. Donc, on a la sortie du système. Maintenant, il nous faut une valeur de référence. Et cette valeur de référence, en fait, ce qu'on va faire pour l'avoir, c'est qu'on va carrément copier notre système. On va l'appeler trivia référence, OK. Et là, plutôt que d'appeler playgame, on va appeler ça playgame référence.
Et on va utiliser la même méthode pour capturer la sortie de notre système de référence. Donc, on crée une string IO, on détourne la sortie standard dans notre chaîne de caractères, et on fait tourner le système de référence. Ok, donc ce qu'on veut à la fin, c'est que la sortie de système sur lequel on travaille, elle soit égale à la sortie du système de référence, donc référence.getValue. Ok, alors qu'est-ce que ça donne? Les tests échouent. Le test échoue. Alors au début ça se passe bien, les joueurs sont ajoutés. Par contre dès qu'on lance, d'un côté ça fait 1, d'un côté ça fait 4. Si on relance, d'un côté ça fait 2, d'un côté ça fait 3. Alors on va aller voir dans le code. Et on va voir que quand on play le game, il lance les... Là, il y a une dépendance qui nous embête un petit peu, c'est qu'on fait des appels à random. Donc forcément, la sortie du système, elle change à chaque fois puisqu'on a des valeurs aléatoires qui sont impliquées. Donc, ce qu'on va faire... Bon, il y a plusieurs façons de faire, mais la façon la plus simple en Python, c'est qu'on va utiliser une graine pour aligner les deux générateurs aléatoires. Donc, random.seed, on va mettre à 0, et là pareil on va mettre à 0. Donc si on relance, ok, maintenant ça passe. Ouais, ça c'est cool, on va commit. Donc c'est un petit peu bricolé, là il y a des façons de le faire plus proprement, je mettrai des liens dans la description. Mais pour là, tout de suite, ça va bien nous aller. Donc on a un système de test, on va vraiment se blinder en maximisant la couverture. Donc on va créer une boucle ici. On va faire 1000 itérations. Et ce qu'on va faire, on va utiliser plusieurs seeds. On va mettre i fois 100. Allez. Ok. Comme ça, notre test, maintenant, il couvre vraiment une large distribution de génération aléatoire. Donc là, on est assez confiant sur notre test. On pense qu'il est assez solide. Là. Donc je vais commit. Je vais juste amend le dernier commit. Ok. Ok. Donc là, on a nos tests. On va pouvoir commencer à refactorer. Je vais fermer ce fichier là, et puis on va aller voir le code de Trivia. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va parcourir un peu tout le fichier, et on va faire plusieurs choses. On va annoter, si c'est des refactoring rapides qu'on peut faire en moins de 30 secondes, on va les faire directement. On va annoter toutes les sources de complexité pour revenir plus tard derrière pour les simplifier. Et là, on voit qu'on a du code très procédural, très bas niveau. Du coup, on va faire des extract méthodes pour faire ressortir un peu l'intention, faire émerger les concepts métiers qui sont dans le code. Ok. Donc c'est parti. On attaque la classe game. Ou là, on commence par le runner peut-être. On va partir à plus haut niveau. Donc là, play game. Not a winner égale false. Bon, a priori, la variable n'est pas utilisée. On peut la supprimer. Donc, on instancie, on crée une nouvelle partie. On ajoute a priori des joueurs. Et là, on a une boucle infinie.
à chaque itération, on lance sans doute les dés. Là, ça a l'air d'être une valeur qui oscille entre 1 et 6. Dans certains cas, on répond mal, et dans l'autre, on répond correctement. Et là, on a une espèce de double condition. On va corriger l'indentation. Double négation, on va inverser la condition. Et donc là, ça apparaît plus clair. Donc si il n'y a pas de gagnant, on continue. Sinon, break, on quitte la boucle. Ça, on peut le remonter dans la condition de la boucle directement. Ça va être plus facile à comprendre. Par contre, là, du coup, il faut l'initialiser. Not winner égale true. Au début, il n'y a pas de gagnant. Tant qu'il n'y a pas de gagnant, ça joue. Et sinon, on sort. Donc, on va relancer les tests. Ok, on n'a rien cassé. Déjà, cette boucle, bon, on a une petite idée de qu'est-ce qui se passe dans le jeu. Et puis là, c'est plus clair déjà. Donc, on continue. On va aller voir dans la classe game. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs attributs. On voit qu'on a une liste de joueurs, une liste de places, une liste de sacs à main, pure shoes, et une liste de in penalty box. Ça doit être des flags. On voit que tout est déclaré ensemble. Ça a l'air d'avoir... ils ont l'air d'être en rapport. On voit qu'ils ont tous les tableaux ont la même dimension ici. Bon, il semblerait qu'il y ait on a l'intuition qu'il y a une abstraction manquante. Peut-être comme si c'était la place de chaque joueur, un pursuit par joueur, un flag penalty box par joueur. Donc on va mettre un to-do missing player abstraction pour interrogation. On n'est pas sûr, mais a priori il y a peut-être un truc là. Ensuite, on a une liste de questions pop, une liste de questions sciences, questions sport, questions rock. Ok. Elles sont initialisées juste en dessous. Bon, on va rapprocher la déclaration de l'initialisation. On lance les tests. Ok, on n'a rien cassé. Self, alors on commence le current player égale 0. Là, on a encore un flag. Is getting out of penalty box. Ok. On va sans doute voir plus tard à quoi ça sert. Là, on crée les questions. On crée 50 questions de chaque catégorie. Donc, pop question, question de science, question de sport, question de rock. Alors là, c'est bizarre. On a délégué la création. Alors, où est-ce que c'est utilisé? Ok, donc cette méthode-là, elle est utilisée uniquement ici. Est-ce que ça a vraiment de la valeur de déléguer ici? Peut-être pas. En plus, c'est pas consistant avec ce qui est fait au-dessus. Donc ça, hop, on inline et on remove. Ok. Donc là, on a une méthode en moins et on gagne en consistance. Donc ça, c'est cool. On va continuer. Is playable. No usage from. Donc ça, c'est utilisé nulle part. On supprime. Tac, non. On supprime. Tac. Super. Alors, add player name. Donc ça, c'est la méthode qu'on a vue tout à l'heure dans la game loop. Donc effectivement, c'est utilisé à 3 endroits. Juste après la création du jeu. Ok. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on insère le nom du joueur dans la liste des players. Donc là, a priori, c'est plutôt player names qu'on a.
On va relancer les tests. Bon, a priori, les refactoring de l'éditeur sont safe, mais on peut toujours lancer les tests pour s'assurer qu'on n'a rien cassé. On initialise place de HowManyPlayer à 0, cursus de HowManyPlayer à 0. Comme là, on a une liste qui s'agrandit. Ouais, en fait, on a l'impression qu'on initialise la place du joueur à 0, quoi. Mais il y a vraiment une abstraction qui manque. On a déjà mis le to-do là-haut, donc on y reviendra après. Ok. Et ensuite, on affiche donc que un joueur a été ajouté et on donne le nombre de joueurs. Ok. Property HowManyPlayers. Elle est utilisée 3 fois ici. Est-ce que ça a vraiment du sens, ça, de déléguer cette propriété? On va l'inline. Ok. Donc là, il y a vraiment une abstraction inutile. Hop. Ok. Bon, ça c'est peut-être plus clair. Et là, on return true. C'est un peu bizarre. Ça respectait pas les principes CQS. Et surtout, ça n'a pas l'air d'être utilisé. Donc le return, on va le supprimer. Et on va passer à la suite. Rôle. Du coup, ce qui se passe ici... Donc là, c'est une logique qui est liée à l'affichage au-dessus. Donc je vais l'extraire dans une méthode. Hop, display new player. Ok. Méthode rôle. Donc ça, où est-ce que c'est appelé? C'est appelé à chaque itération. Ok. Donc on commence par afficher le joueur actuel et afficher la valeur du lancer. Ok. On va extraire une méthode. Display player role. Ok. Donc si in penalty box current player, si le joueur actuel est dans la penalty box, if roll modulo 2 différent de 0. Est-ce qu'on pourrait pas... Si roll modulo 2 différent de 0, donc c'est-à-dire si le lancer n'est pas pair, donc si le lancer est pair, le flag is getting out penalty box, il passe à true. On affiche is getting out, on affiche un message. Print getting out. On l'avait appelé display tout à l'heure. Display getting out penalty box. Ok. Alors là, qu'est-ce qui se passe ensuite? Self.places de current player égale self.places de current player plus role. Donc là, on ajoute le rôle à la position du joueur actuel. Et si la position elle dépasse 12, alors on retire. Elle dépasse 11, alors on retire 12. Ok. Donc on a l'impression qu'il y a il doit y avoir un plateau avec 12 cases.
Et puis en fait, on doit tourner dessus, quoi. Quand on arrive à la fin, on revient à la première case. Donc ça a l'air d'être lié au mouvement du joueur. Donc on va appeler ça move player. Ok, on extrait la méthode. Ah, il y a une duplication ici qui a été trouvée. Ok, bon bah on factorise, hein. On remplace aussi. Cool. Donc là on est content parce qu'on a redonné du sens au code et en plus on a supprimé de la duplication. Donc moins de code à lire, c'est cool. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Peut-être qu'on a encore de la duplication par rapport à ce qui se passe là. On print. Bon, ça a l'air d'être illisible. On affiche la nouvelle position du joueur et la catégorie courante. Là, ça va être pareil. On affiche la nouvelle position et la catégorie. Bon, on va extraire une méthode. Display player place and catégorie. Ok. On extrait la méthode. On factorise. Ok. Donc là, ça a bien, la méthode elle a bien dégrossi. Hop. C'est déjà plus clair. Et donc, on déplace le joueur, on affiche sa position et on pose une question. Ah, c'est marrant parce que quand on clique, on voit que ça s'allume aussi juste en dessous. On voit qu'on a exactement le même enchaînement de 3 instructions. Donc on va essayer de les regrouper. On va essayer de les regrouper et pour ça, en fait, on va inverser cette condition-là. Hop. Alors, là, il s'est raté. On relance les tests pour vérifier que j'ai rien cassé. Ok. Et là, c'est cool. Là, déjà, ça, on a réussi à les rapprocher dans le code. On a réussi à les rapprocher. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que quand le lancer, donc ça, on va lui donner un nom. Parce qu'à chaque fois, je me casse la tête à le lire. Roll is even. Si le lancer est pair. Si le lancer est pair, le flag is getting out penalty false, il passe à is getting out penalty box, il passe à false. Sinon, il passe à true. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que ça, on va le découper. Donc, là, on va recréer le else, mais en façon un peu en dur. Et si on a ça, si on a ce flag là, c'est-à-dire que si en fait on est en train de sortir de la penalty box, alors on exécute ce code. Hop, donc ça on peut le supprimer. Ok, on relance. Ça marche. Ok, cool. Donc là on a un peu simplifié le code de roll. On va s'arrêter là pour... On peut encore extraire ça peut-être. Display. Alors qu'est-ce qu'on affiche ici? Not getting out penalty box. Ok. Ok, ça marche. Donc quand on lance le dé, si on est dans la penalty box, on a une chance sur 2 en gros d'en sortir ou d'y rester bloqué. Et si on n'est pas dans les penalty box, ou si on en sort, alors du coup on avance le joueur et on pose une question. Ok. Bon, on va continuer. Ça c'est les méthodes qu'on a extraites. On va les laisser comme ça. Quoique. Ça on va peut-être le réindenter pour que ce soit plus lisible. Ok. Move player. Le test passe toujours.
Alors là, on a l'impression... Là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on incrémente places. D'ailleurs, je vais le renommer position parce que j'ai du mal à faire la traduction à chaque fois. On lance les tests, ça passe toujours. Ok. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on incrémente la position du joueur. Ok. Donc on va utiliser cette syntaxe qui est plus concise. Ok. Et là, on décrémente la position. Donc pareil, on va utiliser la syntaxe plus concise. Et déjà, c'est plus facile à lire. Ok. Ça, c'est une méthode qu'on extrait. Ça, pareil. Alors, ask a question. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Beaucoup de if. Logique conditionnelle, ça, on n'aime pas trop, en général. C'est vraiment une source de complexité. On a de la duplication, avec plein de prints répétés. Et à chaque fois, on fait pop 0, donc pareil, encore de la duplication. On va se mettre un to do. To do. Et on va indiquer les sources de complexité qu'on a identifiées. Ici, logique conditionnelle et code dupliqué. Code dupliqué. Ok, on va se le garder pour plus tard. Ici, voilà, c'est pareil. On répète tout le temps la même chose ici. Beaucoup de if, beaucoup de logique conditionnelle. Et puis là, on répète pop, on répète science, sport. On voit les paquets. On va se mettre un to do. En indiquant les sources de complexité qu'on a identifiées. Et on va laisser comme ça pour le moment. Alors, was correctly answered. Ça, c'est utilisé dans la game loop après qu'on ait lancé les dés, après qu'on ait fait un lancer. Alors là, pareil, on a plein d'imbrications, une méthode assez longue. Qu'est-ce qui se passe? Donc, si on est en penalty box, si on sort de la penalty box, si on est en train d'en sortir, alors on affiche un message comme quoi la réponse est correcte. On ajoute 1 au sac à main et on affiche le nouveau compte de pièces en or. En fait, dans le sac à main, on a des pièces en or. Purseuse, j'ai un peu du mal à le traduire à chaque fois. On va renommer ça coins et on va en profiter pour le passer privé. Ok, on relance les tests, ça passe toujours. Ok. Ensuite, on a winner égale didPlayer win. Là, on a l'impression qu'on identifie quand même que j'ai l'impression qu'on a les mêmes choses ici et là. On va regrouper les prints. On lance les tests. Ok, ça passe toujours. Et on va extraire une méthode, donc display correct answer and player coins. Ok, alors il n'a pas extrait ici. Peut-être qu'il y a une différence. Pour l'instant, ça compile toujours. Est-ce que si on l'appelle manuellement, ça marche? Display correct answer and player coins. Ça a l'air de marcher. Ok. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on ajoute une pièce au joueur.
On va extraire une méthode. Add coins to player. OK. Ah, il a repéré une duplication. On va remplacer aussi. Là, on regarde si le joueur a gagné. Et ensuite, current player plus égal à 1. If self.currentPlayer égale len de player names. Self.currentPlayers égale 0. Donc en fait, on passe au joueur suivant et quand on arrive au dernier joueur, on revient au premier joueur. Ça a l'air d'être next player select next player. Ah, il a identifié des fragments de code identiques. Donc on va remplacer. OK, OK, OK. Bon, on a factorisé du code. On choisit le next player et puis on renvoie winner, donc c'est-à-dire est-ce qu'il y a un gagnant. Donc ça on n'aime pas trop en vrai, parce que ça ne respecte pas le principe CQS. Donc, l'idée de CQS, c'est de dire que on sépare les méthodes en deux catégories. Soit c'est une commande et ça renvoie une valeur, soit c'est une commande et ça modifie l'état du système, mais ça renvoie pas de valeur. Soit c'est une requête et ça renvoie une valeur, mais ça ne modifie pas l'état du système. Alors là, was correctly answered, ça modifie l'état du système et ça renvoie une valeur. L'idée derrière CQS, c'est que poser une question ne doit pas changer la réponse. Or là, en fait, c'est une requête parce qu'on pose une question, mais en même temps, si on l'exécute plusieurs fois, on change la réponse. Donc on va se mettre un to-do. CQS non respecté. Et le fait de ne pas respecter CQS, c'est pareil, c'est une source de complexité. En général, quand on applique ce principe, alors on ne peut pas l'appliquer tout le temps, il y a des cas où c'est pas intéressant, typiquement sur le stack.pop, mais assez souvent, appliquer ce principe, ça conduit à des interfaces plus simples à comprendre et plus lisibles. Donc, on se met un to-do, et puis on verra après si on peut revenir là-dessus. Donc, on va continuer à défricher cette méthode. Donc, dans le cas où on n'est pas en train de sortir de la penalty box, du coup on passe direct au joueur suivant. Donc ça c'est quand on est en penalty box et qu'on n'est pas en train de sortir. On passe direct au joueur suivant et on renvoie true. Ok. Sinon, si on n'est pas dans la penalty box, on ajoute une pièce au joueur, on affiche que la réponse est correcte et le nouveau nombre de pièces du joueur. Et puis du coup, pareil, on renvoie. Donc là, c'est exactement le même code en fait. On regarde si le player a gagné, on passe au joueur suivant et on renvoie winner. Ok. Donc on va faire un peu la même. On va utiliser la même tactique tout à l'heure pour regrouper ce code-là. Donc, on va commencer par les rapprocher. Donc ça, on va inverser le if. Ok. Et maintenant qu'ils sont proches, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper tout ça. Donc là, on va faire. Donc, on regroupe les deux conditions. Et ça, on supprime. Ok. Donc là, les tests passent toujours. Ça marche. Super. J'ai bien envie de commit là parce que ça fait un moment qu'on fait des refactoring.
Donc on applique des refactoring simples et on annote la classe game. Ok, on peut continuer. Donc select next player, c'est la méthode qu'on a extrait tout à l'heure. Donc là déjà, what's correctly answered, on l'a bien simplifié, hein. Et c'est beaucoup plus lisible. Donc il reste des choses qu'on peut améliorer, mais c'est mieux déjà. Donc select next player, on va améliorer l'indentation. On va faire quelque chose de plus pythonique. Add coins to player, c'est la méthode qu'on a extrait. Display, ça c'est la méthode qu'on a extrait aussi. Là pareil, on va simplifier un peu le formatage. Ok, donc ça fait une ligne qui est longue, mais ça reste plus simple à lire que quand on a tout qui est cassé sur une ligne. Long answer, donc ça on l'a pas vu encore. C'est une méthode qui est publique. Donc c'est appelé dans l'autre cas, soit la réponse est correcte, soit la réponse est incorrecte. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Donc on affiche un message. Display. Ah, qu'est-ce qu'on affiche exactement comme message? On dit que la question n'est pas correcte et on indique au joueur qu'on l'envoie dans la penalty box. Donc, display. Display move player in penalty box. Ok. Là, on met le flag à true et on passe au joueur suivant. Ok. On va laisser ça comme ça. Et puis là, du coup, c'est des méthodes qu'on a extrait. Donc là, on a fini notre tour. On a fini notre première passe. On a extrait plein de méthodes. On a fait du repérage. On comprend un peu mieux la code base. Je vais amend mon dernier commit. On n'a rien cassé. Les tests passent toujours. Donc on va continuer. Et là, du coup, on va s'attaquer aux annotations qu'on a mises tout à l'heure. Un petit coup d'eau. Donc, la classe player. Donc là, il manque clairement une abstraction. Et donc, on va introduire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire la nouvelle implémentation en parallèle. On va pas tout casser comme des sauvages. On veut pouvoir continuer à lancer les tests et à faire compiler le code. Donc, on va introduire la nouvelle implémentation en parallèle de l'implémentation déjà existante. Donc, on va créer une nouvelle liste de joueurs. Et ça va être une liste de players. Ok. Qu'on initialise à liste vide. Donc la classe player n'existe pas, on la crée. Et on va essayer de déplacer tous ces champs-là. Petit à petit, on va les mettre en attribut de la classe player. Donc on va faire ça un par un. Et on va commencer par player names. Donc on va regarder où est-ce que c'est utilisé. Et en particulier, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par implémenter toutes les modifications qui sont faites sur player names. Et ensuite, on va substituer en fait toutes les lectures par la nouvelle implémentation. Donc, ça a l'air peut-être un peu abstrait là, mais on va voir que ça se fait bien. Donc, hop. Donc, on va aller voir. Donc, ici, il y a une modification playernames.open playername. Donc, ici, ce qu'on peut faire, c'est self.players.append. On crée un nouveau joueur qui aura comme nom playername. Ok, donc ce qu'il y a, c'est pour l'instant, il n'y a pas d'attribut.
On va faire une data class. Ok, on va mettre name. On pourrait mettre player name str. Mais on a déjà player dans le nom de la classe, ici ça sert à rien de répléter player en préfixe. On va appeler l'attribut juste name. Ok. Ok. Donc là, on a fait notre implémentation en parallèle. On va continuer à voir où est-ce que c'est utilisé. Player names. Alors ici, on prend len de player names. Bon, ça, on va remplacer par len de players. Donc on lance toujours les tests en parallèle pour vérifier qu'on n'a rien cassé. Là, pareil, on utilise len de players. Bon, en fait, partout où on a len de player names, on peut utiliser len de players. Ok. Donc on relance les tests, ça passe toujours. On va mettre à jour la liste des usages des utilisations de player names. Et on va continuer à implémenter le player en parallèle. Donc là c'est une lecture. Là c'est une lecture qui est faite. Là on a une lecture. Ici on a une lecture. Bon, on n'a plus que des lectures en fait qui sont faites sur player name. Donc ça y est, on peut commencer à substituer la lecture sur la nouvelle, à basculer en fait, ouais, vers la nouvelle implémentation. Donc hop, on va aller ici, et donc on va tout changer d'un coup. Alors avec CTRL G, je vais sélectionner toutes les occurrences de où on va lire le nom, et on va mettre self.players self.currentPlayer.name. Ok. Alors, la requête name n'existe pas. On va la créer. Name, ça renvoie une chaîne de caractères. Et là, on renvoie self.name. Ok, on lance les tests et ça passe. Cool. Donc, qu'est-ce qui nous reste comme... Maintenant, on peut supprimer l'ancienne implémentation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, on va supprimer le champ directement. Et en fait, on va laisser l'éditeur nous dire où est-ce qu'il reste des utilisations. Donc là, il y aura, parce qu'on a supprimé le champ, on va supprimer cette modification. Et a priori, là, on n'a plus... il n'y a plus aucune utilisation. On relance les tests, ça passe. On continue. Donc, maintenant qu'on a basculé le champ, alors je vais commit. Move name into player. On va continuer. Donc, maintenant, la position. Donc, la position, elle est initialisée à 0. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un champ position qu'on initialise à 0. Ok. Et on va aller voir les usages de position qui sont faits dans le code. Alors, où est-ce que c'est utilisé? Donc, ici, c'est initialisé à 0. Si on regarde en bas, là, dans ce que find usage nous dit,
Là, c'est une lecture. Donc pareil, en fait, on va commencer par implémenter en parallèle toutes les modifications qui sont faites, et ensuite on va substituer les lectures. Donc là, c'est une lecture. Là, c'est écriture. Lecture, écriture, lecture, 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 que des lectures. Donc les écritures, elles sont ici. On va y aller. Et ce qu'on va faire, c'est donc self.players, self.currentPlayer. Point move, on va appeler move du coup, et move de rôle. Ok. On va copier ce code là, on va implémenter la méthode move. Hop. Et donc là, il n'y a plus de notion de tableau. Ça, on peut le supprimer. Ok. On relance les tests. Bon, on n'a rien cassé. Bon, on ne sait pas si on a fait bon, parce que de toute façon, la position, elle n'est jamais lue. Mais, a priori, on n'a rien cassé. Donc là, on a implémenté toutes les modifications. On initialise la valeur à 0. On a la méthode move. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir changer toutes les lectures. Donc ça, alors, avant, je vais modifier ça. Self.currentPlayer, en fait, c'est currentPlayerIndex. Même la playerIndex. Et ça, on va extraire une méthode qu'on va appeler player. Parce qu'on répète ça tout le temps. C'est vrai que l'utilisation d'indices, ça rend le code vraiment difficile à lire. Là, c'est beaucoup plus direct en fait. On appelle self.player. Ok. Là, on est obligé à chaque fois de faire la gymnastique, de dire self.players de le joueur courant. Ah ok, c'est le joueur actuel. Fait mal à la tête. On se fatigue pour rien. Donc, on va extraire cette méthode. Et on va reprendre là où on en était, c'est-à-dire on va substituer toutes les lectures. Donc, on va commencer en haut. Hop. Donc, les lectures, elles sont faites ici. On va sélectionner avec CTRL-G toutes les occurrences. Et du coup, on va appeler self.player.position. La requête n'existe pas, on va la créer. Position, ça renvoie en entier. On voit self.position. Ok, on lance les tests. Oula. Oula là là là. Tout cassé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Bon, j'ai été un peu brut. J'ai modifié des. Voilà, c'est pas drôle ça. Bon, bah, on va revenir en arrière. Hop. On va annuler ce qu'on a fait. Parce que j'ai modifié les lectures et les écritures. Donc ça va pas. Ok. Donc on va faire autrement. On va les faire une à une. Là sur ces tests, on est dans le vert. Self.player.position. Ok. On crée la méthode. Return self.position. Ok. On lance les tests. Bon, a priori la position est bien modifiée parce que là on fait une lecture sur la nouvelle implémentation et ça a l'air de marcher. Donc ça c'est cool.
où est-ce qu'ils sont les usages. Donc ici, c'est des usages en modification, donc ça, on va pas le changer. Là, on peut changer. On va voir que ça n'aura pas grand intérêt, mais... ça va pas... Ok, donc ça, on laisse comme ça. Par contre, ici, là, on peut tout changer. Position. Ok. On lance les tests. Ça passe toujours. Donc là, on a substitué toutes les lectures. Donc maintenant, on peut supprimer le tableau de position. Donc ce qu'on va faire, c'est comme tout à l'heure, on va supprimer... là, on va faire les bourrins. On supprime l'attribut. L'éditeur, du coup, il râle. Donc on voit pas bien là, mais on voit qu'il y a plein de trucs en jaune qui s'allument. On va sauter de problème en problème, hop, pour supprimer tout le code dont on n'a plus besoin. Donc là, on supprime l'initialisation dans le tableau et on supprime la modification. Ok. On relance les tests. Ça passe. Cool. On va commit. Move position into player. Position into player. Ok. Bon. Ça avance. Petit pas par petit pas. Mais ça avance. On va continuer sur le champ d'après. Donc là, il nous reste quoi? Il nous reste les pièces et le flag penalty box. Donc c'est parti pour les pièces. Donc les pièces, a priori, on initialise le compte à 0. Donc on va créer un attribut coins de type int qu'on initialise à 0. Et on va regarder où est-ce que ça s'est modifié. Donc, de mémoire, il y avait un add coins dans le code. On va quand même afficher toutes les utilisations. Là, on voit que ici, on a l'initialisation. Donc, cette modification-là, c'est bon, on l'a implémentée. L'autre modification, elle est ici. Et donc, on va faire self.player.addCoin. C'est rien de mettre un S en fait, puisqu'à chaque fois on ajoute 1. On crée la commande, donc la méthode qui est une commande. Donc là, on applique les principes CQS sur la classe player et on encapsule tout. Et on voit bien l'intérêt de l'encapsulation d'ailleurs. C'est que là, au niveau de la classe game, il est plus possible de déplacer, de faire des erreurs en fait de déplacement dans les positions. On peut pas mettre le joueur en position en case 13 parce qu'en fait la seule façon de déplacer le joueur, c'est d'utiliser la classe move et la classe move, elle permet pas d'aller en case 13. Donc là, addCoin, hop, c'est une commande, on va faire self.coins plus égal à 1. Ok, on va revenir au code appelant. Donc là, on a implémenté toutes les modifications de coins. On peut substituer les lectures maintenant. Donc si on vient ici, là on va appeler self.player.coins. La méthode n'existe pas, on la crée. Coins, ça renvoie en entier. Return. Ok, on lance les tests, ça passe toujours. On va aller modifier l'autre lecture. Alors, did player win? Self.cons de current player index. On change ça. Self.player
.coins, ok, on lance les tests, ça passe. Chouette. Donc maintenant qu'on a substitué toutes les lectures qui étaient faites sur l'ancienne implémentation, on peut supprimer l'ancienne implémentation. On supprime le champ, on va voir où est-ce que ça crée des problèmes. Et là, on peut supprimer les modifications qui sont faites sur l'ancienne implémentation. Ok, on relance les tests. Ça passe toujours. Donc, là, on avait une méthode addCoins2Player. On avait extrait cette méthode pour redonner du sens métier, mais là, du coup, maintenant qu'on a introduit l'abstraction player, bah, on retrouve des méthodes métiers. Donc, cette méthode-là, elle n'a plus vraiment sens. On va l'inline, elle sert à rien. Et on va retrouver un code plus simple. Donc là, on voit directement, on appelle addCoin dans la méthode et ça se lit bien. Donc, on a supprimé l'ancienne implémentation de coins. On va commit, move coins into player abstraction. Ok. Et on continue. Donc, on continue. Il nous reste plus que... Qu'est-ce qu'il nous reste? Player. Il ne reste plus que le champ penalty box a priori à mettre dans player. Donc, c'est parti. In penalty. On crée l'attribut. Ça va être un flag booléen. On initialise à false. Alors, c'est marrant parce qu'ici, d'ailleurs, c'est une liste, une penalty box, c'est une liste de 0. Mais quand on ajoute le joueur, on initialise le flag à false. Ok. On va garder la valeur false. De toute façon, la condition if 0 ou if false, ça donne la même chose. Mais in penalty box, ça sonne plutôt comme un flag, donc comme un booléen. Donc, pareil que tout à l'heure, on va aller chercher les usages. Et on va regarder où est-ce que in penalty box est modifié. Pour faire les modifications sur la nouvelle implémentation. Donc ici on a une lecture, ici on a une lecture, ici on a une lecture. À la modification. On y va. Self.player.move in penalty box. Ok. La méthode n'existe pas, on la crée. Donc là on passe le flag à true du coup. Et maintenant, donc ça c'est la seule modification. Donc là c'est bizarre d'ailleurs. A priori, c'est bizarre. Parce que on peut se déplacer dans la penalty box, mais on ne peut pas en sortir. Alors qu'il y a des histoires de is getting node penalty box. Donc là il y a peut-être un bug. Il y a peut-être un bug. On va se mettre un to do ask the PO. On ne sort jamais de la penalty box. Donc on se met un to do ici. On verra plus tard avec lui. On va continuer le refacto en attendant. Donc là on a implémenté toutes les modifications. Du coup on va substituer les lectures. C'est parti. Self.player.in. Donc on va consulter la valeur. La méthode n'existe pas, on la crée. Ça renvoie
un booléen et on retourne self.inPenaltyBox. Ok, on lance les tests, ça passe toujours. On a substitué celle-là. Alors, ici, pareil, on substitue player.inPenaltyBox. On lance les tests, ça passe toujours. On descend à la prochaine utilisation. Self.player.inPenaltyBox. On lance les tests. Ça passe toujours. Ok, donc là on a modifié, on a substitué toutes les lectures. Hop, on peut supprimer l'attribut. On va voir où est-ce qu'il y a des erreurs. Ici la modification elle ne sert plus à rien. On relance les tests et on est bon. Cool. Donc là, gros morceau. On a extrait tout ce qui avait trait aux joueurs. On a tout déplacé dans le player. Et du coup, on voit tout de suite, on a un code qui est plus métier. Puisqu'on a fait ressortir un peu les commandes. Donc, ajouter une pièce, déplacer dans la penalty box. Le code est plus simple à lire. Et en plus, a priori, il semblerait qu'on ait trouvé un bug. Donc, en plus d'avoir un code plus clair, on a un code qui est moins buggé. Et on a moins de sources de bugs potentielles. Parce qu'on peut plus, comme on manipule plus la position à la main dans la classe game, ben, il y a moins de chances de se tromper, il y a moins de duplication. Donc là, c'est un gros morceau qu'on a fait. Donc on va commit. Move penalty box flag into player abstraction. Ok. Donc, on peut passer au to-do suivant. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Ça, le to-do, on peut le supprimer. On l'a traité. Là, on a un to-do avec de la logique conditionnelle. Logique conditionnelle et duplication. CQS non respecté. Bon. On va attaquer celui-ci, parce que je l'aime bien. Je l'aime bien et je le sens bien. Donc, CQS non respecté. Le problème ici, c'est qu'on fait des modifications sur l'état du système et qu'on renvoie une valeur. Donc, est-ce qu'on pourrait pas, on aimerait bien séparer les deux, quoi. Avoir une méthode qui renvoie la valeur et une méthode qui modifie l'état du système. Donc là, a priori, comment faire, ça saute pas aux yeux. Sachant qu'on voit qu'il y a une forme, il doit y avoir une espèce de couplage temporel là. Si on inverse ces deux lignes là, a priori, voilà, ça casse le code. Donc on va aller remonter au niveau du code à plan. Qu'est-ce qui se passe? Not a winner. En fait, not a winner, c'est utilisé dans la boucle ici pour savoir si on continue à jouer ou pas. Donc, en fait, ce qu'on aimerait bien avoir presque, c'est game.while not game.asWinner. En fait, on aimerait bien avoir cette condition-là. Bon bah, puisqu'on aimerait bien l'avoir, on va la créer. Donc asWinner, ça envoie un bool. Et il y a un gagnant s'il y a au moins un des joueurs qui a gagné. Donc on va faire une boucle sur tous les joueurs. Et donc, si il y a un joueur qui a gagné, alors on envoie true. Sinon, on envoie faux. Donc, la méthode asWin n'existe pas, on va la créer.
c'est une méthode qui envoie un booléen. C'est une méthode qui envoie un booléen. Ok. Et asOne, en fait, c'est... Alors, ça correspond à didPlayerWin. Bon, ça... Je vais remettre NotAWinner pour le moment. Et on va... Alors, est-ce que les tests passent toujours? Oui. Okay. Je vais remettre NotAWinner pour le moment. Et ça, didPlayerWin, on va le faire descendre. En fait, on voit que c'est... Il y a une feature envie là. En fait, on utilise les données de player pour prendre une décision. C'est-à-dire que player pourrait nous prendre la décision tout seul. Donc ce qu'on va faire, c'est que ça, on va le descendre dans player. Et donc on va dire que player, en fait ça donne player.asOne. Ok. Et là, asOne, du coup, c'est not self.coins égale 6. On lance les tests, ça passe. Donc là, il y a un truc un peu bizarre quand même. asOne, not égale à 6, donc ça, on peut simplifier. Ça veut dire self.coins différent de 6. Donc le joueur a gagné s'il n'a pas 6 pièces. Okay, c'est bizarre. C'est un peu bizarre. Parce qu'on voit ici que il commence avec 0 pièces. Il gagne des pièces quand il répond correctement. Donc il y a peut-être... Là, c'est peut-être inversé, là. C'est peut-être inversé. On va remonter. Donc, didPlayerWin. didPlayerWin, ça correspond à winner. Qui correspond à NotAWinner. Donc là, c'est peut-être pas winner, mais peut-être NotAWinner. Là, c'est... Là, c'est pas à gagner, mais c'est n'a pas gagné. Donc ça, c'est pareil, on renomme asNotOne. Et du coup, il n'a pas gagné s'il n'a pas 6 pièces. Ok. On lance le test. Ça passe toujours. Par contre, alors, asOne, ça va pas être ça. Là, on veut pas asNotOne, on veut asOne. Donc, on va créer la méthode asOne. Et en fait, bah, il a gagné s'il n'a pas perdu. Donc là, tout bêtement, on peut envoyer note self.asNotOne. Soit il a gagné, soit il n'a pas gagné. On relance les tests. Donc ça, cette méthode-là, asWinner, elle est implémentée. Et donc si on vient ici, on peut essayer de l'appeler et voir ce que ça donne. Tant qu'il n'y a pas de gagnant dans la partie, on continue à jouer. On lance les tests et ça passe. Cool. Donc, maintenant qu'on a implémenté ça, on n'a plus besoin de la valeur de retour ici. Donc, wrong answer, la méthode qui est ici, on va pouvoir en faire une commande pure. Donc, ça, on peut supprimer la variable, on peut supprimer la variable ici, on peut nettoyer là aussi.
et c'est cool. Donc ça, on va en faire une commande. Et une convention qui est assez sympa pour les commandes, c'est de commencer par un verbe à l'infinitif. Une commande, ça exécute une action. Donc là, je vais l'appeler answer incorrectly. Et was correctly answered. C'est très réactif comme name. On va l'appeler answer correctly. Ok. Donc là, on a des noms de commandes qui sont assez explicites. Et on va aller voir dans le code answer incorrectly. Donc il n'y a plus besoin de faire de return. Les tests passent toujours. Après, il n'y a pas grand chose d'autre à modifier. Donc là, on est vraiment sur la méthode. Du coup, on a une commande pure, quoi. On fait des modifications, mais on ne renvoie rien. Et inswer correctly. Là, du coup, il n'y a plus besoin de return. Il n'y a plus besoin de return non plus. Not a winner, ça ne sert plus à rien. Et là, on voit qu'on fait next player dans les deux cas. On va laisser comme ça. Si on est en penalty box et qu'on n'est pas en train d'en sortir, on passe directement au joueur suivant. Sinon, on gagne des pièces, on affiche le nouveau nombre de pièces et on passe au joueur suivant. Ok. Là, au niveau des tests, on est bon. Et si on va voir dans la classe player, alors as not one, où est-ce que c'est utilisé? C'est utilisé. Ça, c'est plus utilisé, donc on peut le supprimer. Et as not one, c'est utilisé uniquement dans as one, donc on peut inline. Et là, on a une double négation, on peut l'inverser. Ça sert à rien de se faire des nœuds au cerveau comme ça. Et donc asWound, c'est self.coins égale à 6. Ok. Bon, là, déjà, c'est plus logique. Ça fait plus sens. Hop. Ok. On relance les tests. Hop. Donc là, on vient d'appliquer les principes command query séparation, CQS. Et on voit que on a un code qui est plus clair a priori. Hein. Là, au niveau de la boucle, on a supprimé les découplages temporels. On a un code qui est plus straightforward, qui est plus simple, plus direct à lire. Là, on pose une question, est-ce qu'il y a un gagnant? Tant qu'il n'y a pas de gagnant, on continue à jouer. Quand on joue, on lance les dés. Parfois on répond pas bien, parfois on répond bien, et ça joue quoi. Donc les noms des méthodes sont plus clairs, parce que du coup on peut utiliser des conventions de nommage qui simplifient en fait, qui facilitent la lecture. Et voilà, donc on va commit. Apply CQS. On va commit. Et on peut passer à la suite. Ça, on n'a plus besoin. Les to-do, je sais qu'il y en a. C'est OK. Et on va stacker à la logique conditionnelle qui est ici. Donc, par où est-ce qu'on commence? Allez, on va commencer là. Bon, allez, on va commencer ici, ça va être plus simple. Qu'est-ce qu'on fait ici? Donc là, on a des groupes.
On a vu qu'a priori, on avait un plateau avec 12 positions. Et là, on voit qu'en fonction de la position, on voit une catégorie différente. À chaque fois, on a un décalage de 4. Donc, a priori, ce qu'on fait... Ça, on peut peut-être simplifier. Décalage de 4 égale modulo 4. Ok. Donc là, on va essayer de se débarrasser de la logique conditionnelle et de la duplication. On commence avec la duplication. Là, 1, 5, 9. Bah, pareil, hein, modulo 4. On lance les tests, c'est ok. 2, 6, 10. Modulo 4. On lance les tests. Hop, ça marche. On lance les tests. Ok. Et là, return rock. Donc, est-ce que ce serait pas le quatrième cas, self.clear.position modulo 4 égalé à 3. Return rock, on lance les tests. Ça a l'air de marcher. Si on supprime ça. Ok. Donc là, on voit qu'on... Fonction de la position, modulo 4. On a position modulo 4, il y a 4 valeurs possibles. Et donc, en fonction de la valeur, on est soit sur pop, catégorie science, ou catégorie sport, ou catégorie rock. Ok. Donc, en fait, quand on a de la logique conditionnelle comme ça crée de la complexité. Et tout de suite, on sait qu'il y a plusieurs façons de supprimer la logique conditionnelle. Soit utiliser du polymorphisme, mais là, ça va être un peu lourd. Soit d'utiliser des listes ou des tableaux. Et donc là, en fait, on voit que ça va venir assez naturellement. Là, si on extrait ça, en fait, ça c'est position modulo 4, c'est catégorie, ça correspond à côté catégorie index. Et nos catégories, elles sont là. Donc, catégorie index, et les catégories, ben c'est pop, science, sport et rock. Ok. Et ce qu'on renvoie, c'est ni plus ni moins que catégories de catégorie index. Donc, si on lance, yes, ça passe. Donc ça, on peut le supprimer. Ça, on peut le supprimer. Et ça, 4, en fait, c'est l'N de catégorise. Ok. Hop. Donc là, sur une catégorie, en fait, c'est catégorise de catégorie index. Sachant que catégorie index, ça dépend de la position du joueur. Ok. Donc on a moins de duplication, moins de if, c'est plus simple à lire. Et maintenant, on va continuer avec Ask a Question. Donc là, pareil, on a pas mal de duplications. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, à la fin, on termine par... En fonction de la catégorie, on va choisir une pile de questions. Et une fois qu'on a la pile de questions, on va afficher la question. Sachant que la questions.pop 0. Et en fait, en gros, on a un deck avec pop, science, sport, et rock. Ok. Et donc la pile de questions, en fait, c'est
deck de self.current category. Ok. Qu'est-ce que ça marche ça? Si on commente l'ancienne implémentation, qu'on lance les tests, ça échoue. Ça échoue. Alors pourquoi ça échoue? On va remettre l'ancien code, on lance les tests. Là ça passe. C'est curieux ça. C'est très curieux. Ah non. Donc, on va refaire ça plus posément. Question égale deck de self.current category. Et on print questions.pop 0. Ça échoue. Pourquoi ça échoue? Ok, error sport. Ok. J'oublierai ça sport. Ok, là ça passe. Donc, on peut supprimer ça. Et là, a priori, on a quelque chose de plus simple. Ça, on peut l'inline si on veut. Ok. Hop. Donc, on prend le deck qui correspond à la catégorie actuelle et on pioche une question et on l'affiche. Ça correspond à ask a question. Ça, on peut, c'est un truc, c'est constant, on peut en faire un attribut. Hop, on va le mettre qu'on va initialiser dans le constructeur et on va en faire un attribut protected. Donc, il faut le mettre après les questions, après l'initialisation des questions. Et là, a priori, il n'y a plus vraiment raison que les questions, ce soient des attributs de la classe game. Il n'y a plus vraiment raison. Donc, on va juste en faire des variables locales. Et le seul attribut, du coup, ça va être le deck, qu'on va laisser en protected. On relance les tests. Et ça passe. Cool. Là, c'est cool. Le deck, c'est utilisé ici. Ask a question, c'est plus direct à lire. On peut faire quelque chose comme ça. Alors, c'est pas la folie non plus. Hein. C'est pas foufou, mais en attendant, là, l'objectif dans le refactoring, c'est de comprendre ce qui se passe. Donc, à ce stade, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Si on veut faire évoluer les fonctionnalités, peut-être qu'il faudrait revoir la structure des questions. On voit qu'il y a pas mal de problèmes. On a beaucoup de variables magiques. La lecture, elle n'est pas si directe que ça. Mais à ce stade, ça va nous suffire. Hop. Donc, on va commit. On va commit. Et on voit bien l'idée des questions. En fait, en fonction de... On a un plateau avec 12 cases. En fonction de où on est sur le plateau, on va avoir un type de question. Et en fait, on pioche dans la pile de questions au fur et à mesure qu'on pose des questions. Donc ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Maintenant. Donc là, on a éliminé tous les to-do. Le seul to-do qui reste, c'est celui qui est
relatif au bug. Le code est clair là. On pourrait modifier plein de choses encore. Mais l'objectif, c'était d'aborder la code base, de comprendre ce qu'elle fait. Et là, déjà, en faisant un peu de tri, en faisant du nettoyage, ben, on comprend mieux ce qui se passe, quoi. Donc là-dessus, l'objectif est rempli. On peut encore trier. On va faire du ménage dans les fichiers. Player, on va le mettre dans un fichier à part. Ok. Game, bon, c'est pareil. On peut le mettre dans un fichier à part. Ok. Comme ça, on a un runner assez simple, play game. Je vais vérifier qu'on n'a pas cassé les tests. Et puis on a une classe game qu'on a bien défrichée et une classe player qui encapsule tous les invariants et qui propose une API métier. Donc ça c'est cool. C'est cool. Maintenant, un petit truc bonus qu'on peut faire, c'est que si on regarde la classe game, on voit. Alors, on va regarder la classe game. On voit qu'il y a beaucoup de méthodes qui sont en lien avec de l'affichage en fait. Affichage, 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 affichage. Ça viole un peu le principe de responsabilité unique. En fait, la classe game, elle gère la partie et elle gère l'affichage de la partie. Donc, on peut s'amuser à extraire cette responsabilité de la classe game et on va pouvoir faire ça en utilisant des événements. Donc, on va commencer ici. En fait, l'idée, ça va être plutôt que d'afficher directement les messages dans la classe game, la classe game, elle va émettre des événements, et les événements, ils vont être interceptés par le runner, qui va lui, du coup, gérer la gestion de l'affichage, ou déléguer à un autre objet la gestion de l'affichage. Donc là, on va pas déléguer, on va faire ça directement dans le runner. Donc on peut se mettre ici, et du coup, on va faire donc for event in game.popEvent. Donc là, on va récupérer tous les événements et vider la liste des événements. On va créer la méthode. Ça va faire events égale self.events self.events égale une liste vide et on renvoie R. Ok, donc events ça n'existe pas, on va créer la liste. Ok. Ok. Donc maintenant il n'y a plus qu'à envoyer des événements. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de la fin. Si on part d'ici, ça va pas aller parce que les événements qui sont ici, ils vont être interprétés après qu'on ait exécuté tout ça du système. Et du coup, ça va pas apparaître dans le bon ordre. Donc là, en fait, on va remonter tout le fil de l'exécution, mais en sens inverse. Donc, answer correctly. Est-ce qu'il y a de l'affichage là-dedans? Là, il n'y a pas d'affichage. Là, il y a de l'affichage. Ok. Donc, self.events.happen. Donc, on va faire un événement answered correctly. Hop. On va créer la classe. Donc, les événements, sur les événements, on va avoir des
des principes de design un peu différents que sur des classes. Que sur les objets du domaine. Bon. Déjà, on aime bien qu'ils soient constants, qu'ils soient immutables. Ça, c'est vrai aussi sur les objets du domaine, mais c'est particulièrement vrai sur les événements. Et c'est des objets qui vont être anémiques. Ils vont pas contenir de logique de toute façon. Ils sont pas voués à contenir de la logique. Donc on va pas chercher à encapsuler les données, on va les laisser publiques. Juste, on va les créer immutables pour pas que quelqu'un s'amuse à les modifier. Donc, answered correctly, de quoi on a besoin? Donc, pour bien afficher cet événement, on va avoir besoin du nom du joueur et du nombre de pièces du joueur. Donc, on va passer ces infos-là à l'événement. Hop. Player name et coins. Ok. Là, player name, on va créer les attributs. Player name, player coins de type int. Ok. Ok. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que l'affichage là, on va le sortir. Et si event c'est de type comment on l'a appelé l'événement? Answered correctly. Alors, on affiche que la réponse était correcte et on redonne le nombre de pièces du joueur. Ok, on lance le test, ça marche. Donc, on continue, on retourne dans Answered correctly. Donc là, on a un affichage. D'ailleurs, maintenant qu'on a délégué l'affichage, peut-être que cette méthode-là, elle n'a plus vraiment de sens, quoi. Donc on peut inline. Hop, et ça fait moins de méthodes dans la classe. Donc le code est plus direct à lire. Soit on fait ça, soit on l'appelle un peu différemment. On peut appeler dispatch. J'aime bien aussi. Parce que c'est quand même assez lourd. C'est quand même assez lourd d'émettre l'événement. Là, dispatch, on comprend bien l'idée, quoi. Puis ça, on garde quelque chose de assez haut niveau dans la méthode. Donc assez simple à lire. C'est très expressif. Donc addCoin, il n'y a pas d'affichage. Select Next Player, il n'y a pas d'affichage. On est bon pour cette méthode. Donc maintenant, answer incorrectly. Là, il n'y a pas d'affichage. Là, il n'y a pas d'affichage. Ah, display move player and penalty box. Donc là, c'est pareil, on va émettre un événement. Qu'est-ce qu'on voudrait comme événement? Answered incorrectly. Et là, juste avec self.playerName, on n'a besoin de rien d'autre. On va créer la classe, on va faire une data class immutable et player name, chaîne de caractères. Hop, on revient ici, on récupère la logique d'affichage, on remonte dans le runner, et donc si l'événement est de type answered
incorrectly, alors on affiche que la réponse est incorrecte. Et on prend le nom du joueur dans l'événement. Donc là, on a vraiment des événements qui sont consumer driven en fait. Les attributs qui sont ici sont vraiment dictés par de quoi on va avoir besoin quand on les consomme. Donc là, la suite, c'est hyper mécanique. Hein. On continue et on répète jusqu'à ce qu'on ait extrait tous les prints de la classe game. Donc, answer incorrectly, ça a l'air d'être bon. Là, le display, on va le renommer un peu différemment. On va appeler ça dispatch. Answer incorrectly. Ok. Ok. Donc, au niveau du rôle, qu'est-ce qu'on a? On termine par ask a question. On va aller voir. Donc là, il y a un print. Il y a un print, donc on va mettre un événement pareil. Self.events.happen. Question asked. Question. Ok. On crée l'événement. Pareil, data class, immutable. Un seul attribut, question de type string. Ok. Donc ça. Donc là, ça compile toujours. On est toujours dans le vert. On n'a rien cassé. On supprime le print de game. Et if isInstance event question asked, alors hop, on va afficher event.question. Hop, on importe l'événement, on lance les tests et ça passe. On passe au suivant. Question, c'est bon. Display player place in category. Alors là, c'est event.happen. Alors, player mode avec position. Alors là, il y a beaucoup de choses là. Self.player name, player position et current category. Ok. On va créer la classe. Hop, une data class immutable. Alors, on avait dit player name, player position de type entier et question catégorie. Type chaîne de caractères. Ok. Donc là, pareil, le print, on va l'extraire pour le coller ici. If événement de type player moved, on importe l'événement, on place la logique d'affichage et on récupère les valeurs dans l'événement. Event.playerName, event.playerPosition, event.question catégorie. On lance les tests, on n'a rien cassé. Hop. Alors, ça, on va l'appeler différemment du coup. On va appeler dispatch player moved. C'est plus sympa à lire en plus là maintenant que le nom d'avant, display player place, une catégorie un peu lourd. Dispatch player moved. Ok, on s'en fout en fait de
ce qui est affiché. C'est pas notre responsabilité, c'est pas à nous de gérer ça. On va laisser le code qui a la responsabilité de gérer l'affichage s'en occuper. Donc, on était où? On était sur roll. Ask a question, c'est bon. Dispatch player moves, ça c'est bon. Move player, ça affiche rien. Ah. Display getting out penalty box. Ok. Donc, on crée un événement. Self.events.append. Pour les événements, on aime bien utiliser des verbes au passé. Mais là, je sais pas trop quel nom utiliser. Penalty box lived. Self.player.name. Ok. Ok. Frozen equal true. Player name de type string. Ça, du coup, on peut le sortir pour le mettre ici. Si c'est un événement de type, je me souviens plus du nom, penalty box lived. Alors, on affiche un message. Ok, on lance le test, tout va bien. Tout va bien. Hop. Donc, on vient ici. Ça, on peut le renommer dispatch. Penalty box lived. Ok. Hop. Ensuite, là, on a un print aussi. Donc on va le changer. Self.event.append. On va l'appeler not lived. Player.name. Hop, on crée l'événement. Toujours pareil, data class, frozen égale true. Il y a un seul attribut qui est player name, le type chaîne de caractères. Ça, on le sort et on va le coller ici. Penalty box not lived. On importe l'événement. On utilise les données de l'événement. Ok. Est-ce qu'il en reste dans le rôle? Donc ça, on peut le renommer dispatch. Penalty box not lived. Display player role. Alors, self.events.append. Role. Player name. Role. Ok, on crée l'événement. Data class immutable. Alors là, on va avoir player name et la valeur du lancer de type
entier. Ok, ça, du coup, on le déplace ici. Si c'est un événement de type rolled, du coup, on affiche le nom du joueur, la valeur du lancer. Ok. Cette méthode-là, on peut la renommer dispatch rolled. Ok. Et donc, pour roll, on est bon. Et il nous reste quoi? Donc, as winner, il n'y a pas d'affichage. On est sur une requête. Add, on est sur une commande. Et il y a de l'affichage ici. Donc, append, on va appeler ça player added. Player name, len de self.players. Ok. On crée l'événement. Data class immutable. Player name. Players count de type entier. On récupère la logique d'affichage. On vient la coller ici. If instance event player added. Ok. Donc player name, on récupère dans l'événement. Et le nombre de joueurs, c'est pareil. On le récupère dans l'événement. Ok. Donc là, a priori, on doit être bon. Est-ce qu'il reste des prints? Non. Plus aucun print dans la classe game. Donc on a extrait toute la logique d'affichage de la classe game en utilisant des événements. Et ça, du coup, on peut... ça, maintenant, on peut le mettre dans une classe à part, on peut afficher différemment, on fait ce qu'on en veut. Mais ce qui est cool, c'est qu'on a tout regroupé. Donc, ok, qu'est-ce qu'on peut faire là? Ouais, peut-être, allez, un dernier truc. Tous les événements, on va les sortir dans une classe à part, dans un fichier à part, qu'on va appeler event. Et voilà. Hop. On va refaire une dernière passe sur le jeu. Donc on a une classe game, on peut ajouter des joueurs, hop. On peut faire des lancers. Move player, ça on peut l'inline a priori maintenant. C'est pareil, il n'y a plus besoin. Ça on va la garder. Là je vais en train de regrouper toutes les méthodes dispatch pour que l'organisation du code dans la classe soit plus claire. Ask a question, on va le faire. On va le faire remonter. Ça c'est pareil. On va le mettre au-dessus des dispatchs. Ok. Hop. Select next player. Answer correctly. Dispatch as winner. Pop event. Ok. Ça on va le mettre en dessous.
Pop events, on va le mettre sous les dispatchs. Ça, on va le remonter au-dessus des dispatchs. Ok. Bon, ben, c'est déjà plus clair. Donc, si on résume, on crée une partie, on ajoute des joueurs. Tant qu'il n'y a pas de gagnant, on lance, on fait des tours de jeu. Dans un tour de jeu, on lance les dés. Parfois, on répond bien. Parfois, on répond pas bien. Et quand on répond pas bien, on part dans la penalty box. Et quand on répond bien et qu'on n'est pas en penalty box, on gagne des pièces. Quand on est en penalty box et qu'on lance les dés, si on fait un lancer pair, alors on reste en penalty box. Par contre, si on fait un lancer impair, on en sort. Ou du moins, on est censé en sortir. Donc là, on est prêt. On a compris la code base, on a tout nettoyé, on a des tests, on n'a rien modifié. L'état observable est toujours le même. Et on est prêt à implémenter les nouvelles features qui arrivent. Donc on est bon. Tchuss!